Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Laith Marouf, depuis Beyrouth, est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. C'est un plaisir d'être avec Nima. Laith, dites-nous ce qui se passe dans le sud du Liban avec ces nouvelles attaques. Les Israéliens essaient de s'emparer de certaines zones au nord du fleuve Litani. Que se passe-t-il? Quelle est votre lecture de ces nouvelles attaques? Oui, donc, c'est la continuation, bien sûr, de leur tentative de s'emparer de la colline d'Ali Tahir, juste à l'extérieur de la ville de Nabatiyeh. Ils échouent, bien sûr, depuis 3 ou 4 semaines. À chaque fois qu'ils ont tenté de s'infiltrer dans la zone, ils ont été frappés. Alors ce qu'ils font, c'est simplement étendre leur punition collective contre le peuple libanais, dans les villages autour de Nabatiyeh. Et derrière, la colline d'Ali Tahir, par exemple, nous avons vu aujourd'hui des attaques contre Majdal Selim, il y a seulement quelques heures. Cela coïncide aussi avec des attaques contre le village côtier d'Al-Mansouri, qui a subi un massacre la semaine dernière en réponse aux pertes qu'ils ont subies sur le terrain. Des maisons de civils ont été attaquées à Al-Mansouri et toute une famille a été massacrée lors de cette attaque. On voit donc les Israéliens poursuivre leur politique de punition collective contre les civils du Sud-Liban chaque fois qu'ils essuient des pertes sur le champ de bataille. Cela coïncide aussi avec plusieurs grandes explosions dans des villages situés derrière la ligne d'occupation. Au moins 3 villages ont été presque entièrement détruits par des explosions au cours des dernières 24 heures. Là encore, c'est une tentative d'effacer l'existence même de ces villages. D'ailleurs, quand on pense à ce qui se passe dans le sud du Liban, dans les zones occupées, il faut comprendre qu'ils détruisent chaque maison, chaque mosquée, chaque église. Ils font exploser des villages entiers. Ils vont même jusqu'à déterrer les cimetières et à les faire exploser. Ce sont des cimetières qui existent depuis des centaines d'années. Plusieurs générations de familles y sont enterrées. Et donc, lorsque cette zone sera libérée, les civils reviendront et ne retrouveront plus rien de leur histoire. Et, vous savez, ces attaques visent aussi des sites historiques, des sites archéologiques. C'est donc une action génocidaire totale. Nous venons d'entendre le président du Parlement, Nabi Berri, qui dirige le mouvement Amal, faire une déclaration précisément à ce sujet au cours de la dernière heure. Il comparait ce qui se passe dans le sud-Liban et disait que, en termes de destruction totale et d'effacement de l'histoire civile de la région, c'est pire que ce qui s'est passé à Gaza. Et étant donné que la zone géographique du sud-Liban aujourd'hui occupée est plusieurs fois plus grande que Gaza, je pense que M. Nabi Berri a tout à fait raison dans son évaluation. Que veulent-ils à Ali Tahir? En quoi est-ce important? Ali Tahir est une ligne de défense majeure. À l'approche de la libération, en 2000, la résistance y a mené une immense bataille pour chasser de cette colline l'occupation israélienne de l'époque. Il y a évidemment des fortifications à l'intérieur, des dépôts d'armes, et ainsi de suite. C'est l'un des centres de commandement. Certains disent que c'est l'une des villes souterraines d'Imad, dont le Hezbollah a montré des vidéos depuis ses bases pendant la guerre de 2024. C'est donc une ligne de défense très importante. Si elle tombe, cela veut dire que la ville de Nabatiyeh tombera. Et en gros, la prochaine ligne de défense sera l'Iklim al-Toufa, ou la région des pommes, derrière Nabatiyeh. Cela signifie aussi que la route principale de la ville de Nabatiyeh jusqu'à Saïda sera facile à prendre pour les Israéliens. Et une immense étendue de territoire tombera.
Et bien sûr, les deux villes de Saïda et de Sour seront menacées. Sans que les Israéliens passent par la côte, ils peuvent descendre des montagnes et des collines vers ces deux villes. Donc le Hezbollah n'abandonnera pas cette position, quel qu'en soit le prix. Et je pense que jusqu'à présent, les Israéliens n'ont pas réussi à trouver un moyen de réellement prendre Ali Taher. Cela fait 2 ans qu'ils le bombardent avec des bombes anti-bunkers. Même avant le début de cette phase de la guerre, ils ont mené des centaines de frappes aériennes en le bombardant avec des bombes anti-bunkers. Et ça n'a pas marché. Ils ont utilisé du phosphore blanc. Ils ont même utilisé du gaz toxique. Il a été prouvé la semaine dernière qu'ils avaient essayé d'utiliser du gaz toxique pour tuer les combattants du Hezbollah à l'intérieur des bunkers, et ainsi de suite. Et là encore, ils ont échoué. Donc leur seule possibilité, s'ils veulent faire quelque chose, c'est d'envoyer des hommes au sol pour une confrontation directe. Et chaque fois qu'ils tentent ce genre d'opération avec leurs forces spéciales, ils sont repérés par le Hezbollah et éliminés. Il y a 1 mois, si les téléspectateurs s'en souviennent, un officier de haut rang, chargé de l'ensemble du champ de bataille autour d'Ali Taher, a été éliminé par le Hezbollah. Il avait été repéré alors qu'il avançait avec son bataillon. Le renseignement et la surveillance du Hezbollah sont donc très solides dans la zone. Et je ne pense pas que les Israéliens disposent d'une solution militaire pour prendre Ali Taher. Plus ils avanceront vers cette zone, plus ils perdront des hommes et du matériel. On dirait que d'une manière ou d'une autre, le champ de bataille devient plus actif en Syrie. On voit Israël attaquer ce qu'ils appellent, vous savez, le renforcement militaire en Syrie. Ils parlent d'un renforcement militaire turc. Ils essayent de forcer la Turquie à quitter la Syrie, ou peut-être à réduire son influence en Syrie. Ce qui est assez étonnant, parce que la Turquie semble, d'une certaine façon, coopérer avec le gouvernement syrien, avec les gens qui sont au pouvoir en Syrie. Et de l'autre côté, il y a l'occupation israélienne dans le sud de la Syrie. Donald Trump, qui fait pression sur la Syrie pour qu'elle fasse quelque chose concernant le Liban. Et puis, au cours des 4 ou 5 derniers jours, nous avons appris que Tasnim, un média iranien semi-officiel, a indiqué que l'Iran avait dit au gouvernement syrien « Si vous faites quoi que ce soit contre le Liban, nous nous dirigerons vers le palais en Syrie. » Il se passe beaucoup de choses en Syrie, Laith. Dans quelle mesure ce qui se passe en Syrie est-il préoccupant pour le Hezbollah? Oui, vous faisiez référence au fait que, bien sûr, nous savons maintenant que le gouvernement iranien a transmis des messages par l'intermédiaire du ministre irakien de la Défense qui était en visite en Syrie. Ces messages disaient que si Al-Jolani et ses escadrons de la mort wahhabites tentaient d'envahir le Liban, les forces armées iraniennes avaient déjà des centaines de cibles verrouillées. Et cela inclut les palais présidentiels. Et nous savons aussi que Jolani a répondu aux Iraniens en disant qu'il n'allait pas attaquer le Liban. C'est en partie pour cela que nous voyons les Israéliens intensifier leurs activités dans le sud de la Syrie ces 3 ou 4 derniers jours. Il y a eu de multiples attaques contre des villages situés à la frontière avec le Liban, dans les montagnes du Kalamoun, ainsi qu'à la frontière avec la Jordanie, autour du bassin du fleuve Yarmouk, en direction de la province de Deraa. Et c'est une sorte de punition pour Al-Jolani, parce qu'il ne fait pas ce que les Israéliens veulent. De même, cette attaque contre la remise en état de l'aérodrome dans la province d'Idlib, où l'armée turque occupe cet aérodrome et essaie de le rénover pour ses propres besoins. C'est un message adressé à la Turquie elle-même. Si elle ne pousse pas Al-Jolani à suivre les dictats des Israéliens et des Américains, elle sera elle aussi punie. Et au minimum, sa capacité à maintenir une présence permanente en Syrie sera compromise.
Vous savez, cette attaque s'est produite alors que des troupes turques étaient sur place pour remettre l'aéroport en état. Les bataillons qui étaient là pour assurer la défense de cet aéroport, ainsi que les défenses antiaériennes turques, n'ont pas été activés. Il y a toujours beaucoup de défenses antiaériennes turques dans cette région d'Idlib, en place depuis avant la chute du gouvernement Assad à Damas. Alors on se demande, pourquoi l'armée turque n'a-t-elle pas défendu ses propres hommes? Et de toute évidence, l'armée turque dissimule actuellement le nombre de victimes. Il a dû y avoir des morts et des blessés dans cette violente attaque israélienne contre cet aéroport. Très probablement parmi les bataillons techniques et du génie qui réparaient l'aéroport et la piste d'atterrissage. C'est donc clairement lié à la bataille plus large. La Turquie, avec Erdogan à sa tête, ne cesse depuis 2 ans et demi de parler à tort et à travers, de menacer Israël ou de le défendre, d'évoquer les droits des Palestiniens, et ainsi de suite, tout en continuant à entretenir des relations militaires et économiques avec les Israéliens, ce qui est en fait le plus important. Les relations commerciales qu'Israël entretient avec un État, c'est avec l'État turc. Et malgré tout cela, Erdogan continue de se faire malmener par Netanyahou. On a l'impression qu'Erdogan et le commandement de l'armée turque n'ont aucun respect pour eux-mêmes, parce qu'on n'a même pas entendu de condamnation de ces attaques contre la présence d'occupation turque dans le nord de la Syrie. Alors on se demande, combien de temps le peuple turc acceptera-t-il que ses propres dirigeants agissent de cette manière et laissent leurs propres soldats mourir pour rien? Et ils ont fait une déclaration hier. Le message principal de cette déclaration, c'était d'une part que Netanyahou fait ça à cause des élections en Israël. Le deuxième point, c'était qu'ils ne vont pas laisser Israël déstabiliser la Syrie. Je ne sais pas à quel point la Syrie peut encore être davantage déstabilisée. Parce que la Syrie, il n'y a aucune stabilité en Syrie. Est-ce que vous voyez quoi que ce soit qui montre que la Syrie va mieux, qu'elle se déstabilise, ou qu'elle devient stable? Écoutez, j'ai de la famille en Syrie, à qui je parle presque tous les jours, et je suis de nombreuses chaînes Telegram depuis l'intérieur de la Syrie pour suivre la situation. Et sans le moindre doute, je peux dire que la situation en Syrie aujourd'hui est pire que les conditions de la Première Guerre mondiale, quand environ 1 à 2 millions de Syriens ont été tués par l'occupation française. Les conditions commerciales, les conditions médicales, les conditions de travail, tout est tellement mauvais. La Syrie était l'un des pays les plus industrialisés de la région arabe. Elle avait des industries agricoles, électroniques et mécaniques très avancées. Tout cela est détruit. Une grande partie du marché est aujourd'hui inondée de produits turcs excédentaires, vendus à des prix cassés. Tout ce que les Turcs n'arrivent pas à vendre ailleurs dans le monde ou sur leur propre marché a inondé la Syrie. Cela a pratiquement détruit toute capacité de ce qui restait après la guerre à concurrencer sur le marché. La plupart des usines ont donc fermé, y compris celles qui avaient survécu à la guerre. Et même quand on parle de produits alimentaires, la Syrie était le premier exportateur du monde arabe en légumes et en produits transformés. Produits surgelés, conserves et ainsi de suite. Tout cela a disparu aujourd'hui. Il n'y a plus. Une grande partie des oliveraies d'Idlib a été entièrement arrachée par les Turcs, puis emportée sur le territoire turc, tout comme les Israéliens arrachent les oliviers dans le sud du Liban et les volent. Nous voyons donc un pays qui, très tristement, est aujourd'hui au bord de la famine. Et je ne veux pas donner l'impression d'exagérer, mais je pense que les conditions sanitaires et alimentaires en Syrie sont presque au même niveau qu'à Gaza. Il n'y a pas d'essence pour faire le plein des voitures, alors que, soi-disant,
le régime d'Al-Joulani a pris le contrôle des champs gaziers et pétroliers de Syrie. Rien de tout cela n'arrive sur le marché local. Même dans les pires moments des 15 années de guerre contre la Syrie, les gens pouvaient encore mettre de l'essence ou du diesel dans leur voiture, et ainsi de suite. Et maintenant, il y a même des pénuries de gaz de cuisine. Une bouteille de gaz de cuisine coûte actuellement plus de $100 en Syrie. A jar of cooking gas is over $100 right now in Syria. So it is there's kidnappings happening all the time. Des enlèvements ont lieu en permanence. En moyenne, il y a au moins 10 enlèvements par jour en Syrie. Et cela ne vise pas seulement les minorités religieuses et ou les femmes. Ce sont des garçons, des filles, des hommes, des femmes, des chrétiens, des chiites, des sunnites, des alaouites, des druzes. Tout le monde, chaque jour, est enlevé et porté disparu. Selon les analystes en Syrie, il y a eu cette première vague de massacres après la chute de Damas, au cours de laquelle, on le sait, environ 50 000 personnes ont été tuées, d'accord, et ont disparu. Depuis, 50 000 autres ont été tués ou ont disparu. Le chiffre approche donc, vous savez, les 100 000 Syriens tués ou disparus depuis la chute de Damas, il y a 1 an et demi. C'est donc énorme. Ce ne sont pas, vous savez, et il n'y a absolument aucune couverture de ce qui se passe à l'échelle internationale. Et pour beaucoup de Syriens, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les vies syriennes valent encore moins que les vies palestiniennes. Parce qu'on continue de parler des massacres quotidiens à Gaza. On connaît les noms. On sait combien de personnes sont tuées. En Syrie, c'est un blackout médiatique total. Il n'y a donc pas d'État en Syrie. Une grande partie du territoire échappe au contrôle d'Al-Joulani. Que l'on parle de Soueïda, une région qui est en fait aujourd'hui une zone indépendante, de Deraa, des hauteurs du Golan et des montagnes du Kalamoun au sud de Damas, toutes occupées par les Israéliens, ou encore des Turcs qui occupent Alep et Idlib et partagent l'occupation avec les Russes sur le littoral. Donc, quand on regarde la géographie, avec les Kurdes qui occupent aussi le nord-est, et d'ailleurs, ils font de nouveau flotter les drapeaux kurdes dans le nord-est. Ils ont retiré tous les drapeaux des rebelles syriens. Donc, quand on regarde la carte après avoir vu ça, il ne reste littéralement qu'une petite bande de territoire, de Hama à Damas, qu'Al-Joulani contrôle. 3 grandes villes, Hama, Homs et Damas. Et entre elles, qu'est-ce qu'il y a? Tout le reste est contrôlé par quelqu'un d'autre. Oui, clairement, il n'y a pas d'État appelé Syrie à l'heure actuelle. Et Al-Joulani ne le contrôle pas. Qui contrôle les installations pétrolières en Syrie? Je pense que le même système qui existait avant la chute de Damas est toujours en place. Autrement dit, les milices kurdes continuent de récupérer le pétrole et le gaz à Deir ez-Zor, à Raqqa, et ainsi de suite, ainsi qu'à Hasakeh. Tout cela continue d'être exporté par l'intermédiaire des affaires du fils d'Erdogan, qui le fait passer en contrebande vers la Turquie, puis vers Israël. Donc comme cela se passe dans le nord de l'Irak, cela continue jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'une part est versée au régime d'Al-Joulani, mais nous ne voyons pas d'exportation sortir des ports syriens. Tout disparaît d'une manière ou d'une autre. Et ce même produit n'arrive pas sur le marché local, ce qui aurait été un signe. S'il y avait une certaine disponibilité de produits pétroliers et gaziers à l'intérieur de la Syrie, cela indiquerait que le régime d'Al-Joulani en reçoit la très grande majorité. Parce que, même avant cette guerre, bien que la Syrie ait eu du gaz et du pétrole, elle n'avait peut-être qu'une capacité d'exportation de 10%. Le reste servait à couvrir les besoins internes du pays. Donc, quand on dit aujourd'hui qu'il faut faire la queue pendant des jours pour faire le plein de sa voiture, cela signifie que la très grande majorité de ce pétrole et de ce gaz est sortie clandestinement du pays.
Reçoivent-ils cet argent de la Turquie, des États-Unis, ou bien qui leur fournit cet argent? Et quelle part de cet argent, celui qu'ils tirent de la vente? J'imagine qu'ils vendent le pétrole à Israël, si je ne me trompe pas. Yes, the Turkish regime and Erdogan's clan Oui, are selling le régime turc et le clan d'Erdogan vendent le pétrole à Israël et ils le vendent à des prix cassés parce que tout cela est illégal. Tout cela est de la contrebande et du vol. Mais si l'on prend la situation au Venezuela comme indicateur, on sait désormais que la clique de Trump ne reverse qu'environ 20% des revenus des ventes de gaz et de pétrole du Venezuela au régime de Delcy Rodriguez. D'accord. Donc, c'est un régime docile, qui n'est plus un casse-tête pour Israël, qui a ouvert l'ambassade israélienne, tout ça. Et le régime de Delcy n'a aucune concurrence à l'intérieur du Venezuela. Or ici, nous avons Al-Julani, qui ne contrôle pas le territoire, qui a des concurrents à l'intérieur du territoire, lesquels ont eux aussi des alliances avec les États-Unis, qu'il s'agisse des milices kurdes, de l'occupation turque ou de l'occupation israélienne. the Kurdish militias, the Turkish occupation, the Israeli occupation. So logically, if Delcy Rodriguez is receiving Donc, 20% logiquement, si Delcy Rodriguez ne reçoit que 20% des revenus tirés des ventes de gaz et de pétrole du Venezuela, il est clair qu'Al-Julani reçoit probablement moins de 10% des profits là-bas, qui sont dépensés pour les salaires des milices qui suivent ces directives. Même avec ces 10% ou quoi que ce soit, il n'y a pas de quoi faire fonctionner des services publics nationaux, comme les écoles, les hôpitaux, peu importe. D'ailleurs, tous les hôpitaux nationaux de Syrie ont été privatisés, plus de 40 et quelques. Et maintenant, il n'y a plus de subventions pour les soins hospitaliers, ni pour les médicaments. Cela signifie que l'immense majorité des personnes atteintes de maladies chroniques, comme le cancer, le diabète et ainsi de suite, meurent tout simplement sans recevoir de traitement. C'est tragique. Leth, que pensez-vous des négociations qui se déroulent en ce moment même? Jared Kushner était dans la région, il s'est entretenu avec les Israéliens et avec le Hamas, et tout se joue sur le désarmement du Hamas. Il ne parle pas seulement des armes lourdes, il parle de chacune des armes que possède le Hamas. Ils veulent que tout soit retiré au Hamas. Ensuite, il parle d'un éventuel retrait d'Israël. Mais qui va le garantir? Il n'y a personne sur place. Et vous pensez que cela va arriver? Le Hamas va-t-il se désarmer totalement? Ou bien est-ce que la guerre va continuer? Les Israéliens vont continuer de la même manière, et tout cela concerne les élections en Israël et aux États-Unis. C'est une sorte de manœuvre politique. Oui, eh bien, depuis ce matin, nous avons au moins 17 martyrs à Gaza, principalement dans une attaque contre le quartier général de la police à Gazaville, où des gens venaient chercher des services, ainsi que des policiers qui travaillent dans le commissariat. Cela vous montre, bien sûr, que l'intention génocidaire va continuer à se traduire dans les actes. Il y a les déclarations de Ben Gvir, il y a quelques jours, disant qu'il estime que 30 à 40 Palestiniens devraient être tués chaque jour comme punition, une punition collective infligée au peuple palestinien qu'il considère comme non humain. Donc, personnellement, j'en doute. En fait, je ne le pense pas, j'en suis sûr à 100%. Le Hamas ne remettra pas ses armes tant que le génocide continuera. Il y a eu une augmentation des opérations d'assassinat menées par Israël contre le Hamas, contre des gens à l'intérieur de Gaza. Il y a quelques jours, on a vu pour la première fois une action de représailles du Hamas, avec la destruction d'un char israélien. Cela montre qu'en réalité, il n'y aura pas de remise des armes. Et nous entrons dans une phase d'hostilité accrue entre les deux parties. Les Américains et leur conseil de paix ne peuvent rien y faire. C'est juste là comme une sorte de situation à la magicien d'Oz, comme un rideau qui cache le massacre derrière lui. Et Kushner est un suprémaciste juif. Donc bien sûr, il va faire tout ce qu'Israël veut.
is a Jewish supremacist, so of course he's going to do whatever Israel wants. And so I think, whatever is. Et donc je pense, vous savez, que quoi qu'il arrive à Gaza, cela ne sera pas déterminé par cette façade qu'est un conseil de paix. En réalité, cela dépendra bien davantage de la guerre plus vaste dans la région, entre l'axe de la résistance et l'axe du mal, dirigé depuis Tel Aviv et Washington, D.C. Je pense que dans la région, au Liban par exemple, si les hostilités s'intensifient, ou au Yémen, en Irak, ou même à la frontière dans le détroit d'Ormuz, cela s'accompagnera aussi d'une intensification des hostilités à l'intérieur de Gaza. Il n'y aura pas de solution pour nous tous dans la région, sauf avec la défaite totale des sionistes et des impérialistes. Laith, pensez-vous que dans le cas du Yémen, l'Arabie saoudite mène la guerre au Yémen, à l'intérieur du pays, une sorte de guerre civile, afin de détourner Ansar Allah de Bab el-Mandeb? Aujourd'hui, nous avons appris, et hier, ils ont frappé au moins 2 navires dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et pendant qu'ils combattent à l'intérieur du Yémen, ils ont frappé le port de Mocha, qui est la principale source, vous savez, ligne d'approvisionnement des forces pro-saoudiennes à l'intérieur du Yémen. Jusqu'où voyez-vous cette guerre se poursuivre? L'Arabie saoudite est-elle capable de continuer cette guerre alors qu'elle fait face au blocus dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz et en mer Rouge avec Bab el-Mandeb? Vous savez, le régime saoudien est en ce moment dans une très mauvaise situation parce que les exportations de pétrole et de gaz saoudiens vers le marché mondial sont nulles. Tous ceux qui avaient des contrats à long terme cherchent des alternatives pour ce pétrole et ce gaz. Et bien sûr, les réserves financières, qu'il s'agisse des réserves nationales ou des investissements et autres que possèdent les Saoudiens, se trouvent dans les banques et sur les marchés britanniques et américains. Et nous avons vu comment, il y a quelques jours, on nous a dit que tout l'or du Venezuela allait être pillé dans les réserves au Royaume-Uni et emporté aux États-Unis. Donc, nous devrions aussi imaginer que cela arrive également à tous ces régimes fascistes de la péninsule arabique. Ils n'ont aucun contrôle sur leur argent, leur or et tout ce qu'ils ont placé dans les banques occidentales. Et à mesure que la situation deviendra plus désespérée pour les États-Unis, ils pileront toutes les réserves qui y auront été déposées par leurs vassaux. Et comme il n'y a pas de vente, ou du moins pas de vente à grande échelle, de pétrole et de gaz des Émirats arabes unis, du Qatar, de Bahreïn, de tous ces pays, leur propre capacité à mener ces guerres sera entravée. Et cela va aussi vouloir dire que dans les prochaines semaines, nous commencerons à voir ces régimes avoir des difficultés à payer les salaires de leurs propres militaires, ainsi que de leurs employés dans les agences nationales, les ministères, et ainsi de suite. Alors, je doute que les Saoudiens puissent faire mieux dans cette confrontation avec le Yémen qu'il y a 10 ans, 5 ans ou 15 ans, quand ils avaient tout l'argent en poche et toute la puissance de l'Occident derrière eux. Ces manœuvres stupides des Saoudiens, qui consistent à provoquer une guerre avec le Yémen en ce moment même, montrent clairement qu'ils n'ont aucun contrôle sur leurs propres décisions, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. Car si une personne rationnelle dirigeait l'Arabie saoudite avec la moindre capacité de décision souveraine, elle chercherait à éteindre tous les incendies autour d'elle et à se faire discrète dans l'espoir de traverser cette période sans la destruction totale de son État. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons cette stupidité à l'œuvre. Et ce n'est qu'un exemple très clair du degré de vassalisation auquel ils en sont.
La bataille à l'intérieur du Yémen. Les forces armées yéménites ont pilonné les positions, les points de regroupement des milices que les Saoudiens finançaient. À la fois dans la région de Marib, où se trouve une grande partie du pétrole et du gaz du Yémen, et dans le port de Mocha. D'ailleurs, pour ceux qui aiment le café, c'est de là que vient le mot mocha. C'est comme ça qu'on a le mocha. Le café vient de Mocha. Et vous savez, c'est le principal port juste avant Bab el-Mandeb. C'est aussi l'un des seuls ports de la côte ouest du Yémen que les Saoudiens contrôlent encore. Les forces armées yéménites ont donc pilonné le port, les navires qui s'y trouvent, les entrepôts de stockage où toutes les armes étaient entreposées. Et si l'invasion imminente de Mocha par les forces armées yéménites a lieu, et qu'elles s'emparent de Mocha, alors les forces armées yéménites atteindront, pour la première fois, l'extrémité même de Bab el-Mandeb. C'est donc très important. C'est une action stupide des Saoudiens qui a maintenant ouvert la voie au Yémen pour libérer ce Bab el-Mandeb. Laith, est-ce que vous voyez l'axe de la résistance s'étirer davantage, ou bien d'une certaine manière devenir plus uni à cause de ce qui se passe? Et ce n'est pas seulement à cause de ce qui se passe à Gaza, au Liban ou au Yémen, c'est aussi lié à la psychologie de la situation. Comment voyez-vous l'axe de la résistance? La communication entre, par exemple, l'Iran et le Liban, entre l'Iran et le Yémen, entre le Hezbollah et le Yémen. Est-ce que cela va s'améliorer? Est-ce qu'ils tirent des leçons de ce qui se passe? Et quelle est l'ampleur de cet apprentissage? Je pense que, bien sûr, beaucoup de choses ont changé au cours des 2 dernières années et demie. Les tactiques, la coordination, les étapes, la manière dont l'axe de la résistance riposte aux provocations, et ainsi de suite. Je pense que nous voyons aussi pour la première fois en ce moment que l'axe de la résistance a dominé dans les airs et en mer. Et c'est un changement énorme. Cela signifie que la seule chose qui reste, ce sont les combats au sol. Jusqu'à présent, les menaces de l'Occident d'envahir l'Iran ne se sont pas concrétisées. Et les régimes vassaux, comme au Koweït et à Bahreïn, aux Émirats et même au Qatar, n'ont pas encore retenu la leçon. Je nous vois donc très bientôt entrer dans des combats au sol. Il y a eu ces premiers tirs menés par les forces spéciales iraniennes qui ont essentiellement conduit ces opérations spéciales au Kurdistan irakien, éliminé ces 8 commandants de milices kurdes travaillant pour la CIA et le Mossad et détruit leurs entrepôts. C'était donc la première fois que l'on voyait l'Iran entrer sur le territoire de quelqu'un d'autre depuis la fin de la guerre avec l'Irak, en 1989. C'est donc un énorme changement de posture. Nous verrons ce même changement de posture chez les autres membres de l'axe de la résistance. Nous commençons à le voir avec les forces armées yéménites qui mènent des opérations offensives préventives en détruisant ces points de regroupement des milices financées par l'Arabie saoudite. Nous pourrions voir cela très bientôt, aussi en Irak et au Liban. Les rencontres d'aujourd'hui entre des responsables iraniens et irakiens, qui sait ce qui se passe en coulisses? Mais je pense que c'est une indication claire que les choses vont changer. Et je pense que, dans les prochains jours, nous verrons le Hezbollah au Liban mener des opérations offensives, puis nous verrons comment les choses évolueront ensuite. Je pense clairement que l'axe de la résistance a une stratégie coordonnée que nous ne voyons pas encore. Mais une fois que les événements se seront déroulés, cela deviendra plus clair pour nous tous. Vous voulez dire qu'ils reviennent pour chasser Israël du sud du Liban? Ou vous parlez de positions comme Al-Tahrir, ou d'autres villes qu'ils essaient de prendre, qui se trouvent au-delà de cette ligne définie par les forces israéliennes elles-mêmes?
Je pense que le Hezbollah va passer à l'offensive pour libérer une partie du territoire actuellement contrôlé par les Israéliens. Parce que ces images de 3 ou 4 villages en 24 heures, totalement rayés de la carte, sont extrêmement provocatrices. Et la population au Liban est en ébullition. Les gens sont vraiment en colère. Le Hezbollah doit donc agir, ne serait-ce que pour apaiser une partie de cette colère populaire. Mais je pense que cela va dépasser de plus en plus cette seule question. Ils devront le faire, parce que c'est le moment où Israël se retrouve seul. Les États-Unis se sont retirés d'Asie occidentale, et le Hezbollah n'a fait que s'arrêter et accepter un cessez-le-feu parce que la guerre régionale plus large n'avait pas encore été arrêtée à ce moment-là et qu'aucun vainqueur clair n'avait été désigné. En ce moment, l'Iran est en sécurité. Rappelez-vous, toutes les composantes de l'axe de la résistance considèrent l'Iran comme leur refuge. C'est la base la plus importante, la plus cruciale à préserver pour que l'Iran et le peuple iranien puissent aider le reste de l'axe de la résistance. Donc maintenant qu'il est clair que l'Iran est en sécurité et qu'il se prépare à ses propres opérations offensives, cela signifie que le Hezbollah peut lui aussi agir de cette manière, comme nous voyons Ansarullah le faire au Yémen. Et très probablement, nous verrons bientôt la résistance irakienne faire de même. Donc la perspective générale à l'heure actuelle, c'est que l'axe de la résistance va passer à l'offensive. Comment? C'est à eux d'en décider, et nous suivrons cela ensemble. Je pense que l'issue de la guerre aura une influence considérable sur la région. Parce que le Washington Post a rapporté hier que le Pentagone américain évalue la possibilité de réduire la présence militaire des États-Unis dans le Golfe Persique. Cela veut dire qu'ils veulent réduire leurs forces dans les pays du CCG pour les déplacer vers la Jordanie et Israël. Cela signifie beaucoup, d'ailleurs, pour l'axe de la résistance, y compris l'axe de la résistance en Irak. Parce que l'Irak a été sous, je ne sais pas combien, pendant 20 ans, il a été influencé par la présence militaire américaine. Et l'Iran a réduit son influence au Kurdistan irakien et en Irak, dans l'ensemble du pays. Et c'est quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas, avec la nouvelle administration en Irak, comment cela pourrait se passer. Parce qu'on voit comment les États-Unis gardent un moyen de pression sur l'Irak, à cause du nouveau Premier ministre irakien. Mais l'autre réalité, c'est que l'Irak est voisin de l'Iran, et qu'ils doivent comprendre la fragilité de ce qui se passe. Et je suppose qu'ils ne veulent pas faire partie du conflit. On voit aussi la présence de la Turquie dans certaines parties de l'Irak. Donc, c'est assez compliqué. Mais quand on regarde l'ensemble de la région et la présence américaine dans la région, on voit certains signes positifs pour les pays qui ne veulent pas que les États-Unis soient là, comme l'Iran et l'ensemble de l'axe de la résistance. Et est-ce que, selon vous, cela influence d'une certaine manière les manœuvres israéliennes dans la région? Vous savez, la situation dans le Golfe Persique est très spectaculaire. C'est la première fois depuis la Première Guerre mondiale qu'il n'y a aucune marine étrangère dans les eaux du Golfe Persique. Enfin, je veux dire, on peut probablement même remonter aux années 1800. D'accord, quand les Britanniques et les Portugais occupaient militairement, sur le plan naval, certains points du Golfe Persique. C'est donc un moment historique. Il y a des marines dans le Golfe, mais ce sont les marines locales des pays riverains du Golfe. Cela signifie que les Américains ou les puissances étrangères ne sont plus en mesure de dicter ce qui va se passer dans le Golfe. Ils ont peut-être encore des soldats, et ainsi de suite sur le terrain dans ces pays, mais ils n'ont pas de moyens navals. D'accord, il n'y a plus de destroyers, plus de corvettes,
plus de porte-avions, plus de sous-marins. Donc, pour la première fois depuis les années 1800, cette étendue d'eau est libérée. Et je pense que les gens n'ont pas encore réalisé à quel point c'est spectaculaire. Et les marines occidentales n'ont absolument aucun moyen de revenir dans le Golfe. L'Iran ne les laissera plus jamais y envoyer le moindre navire, le moindre bâtiment de guerre. C'est fini. C'est terminé. Et maintenant que cette étendue d'eau est libérée et que la grande majorité des aérodromes que les Israéliens et les Américains utilisaient dans la péninsule arabique ont été détruits, ainsi que les radars et les défenses aériennes, bien sûr, ils vont se replier vers des zones plus sûres. Mais la Jordanie sera-t-elle vraiment beaucoup plus sûre? Bien sûr, ce ne sera pas plus sûr que le Qatar, Bahreïn ou d'autres endroits pour ces soldats américains. Et ce sont les dernières fortifications en Jordanie, parce que l'Iran peut détruire n'importe quel avion au sol. Et nous avons vu il y a quelques heures un avertissement des forces armées iraniennes aux États arabes ou aux vassaux qui travaillent avec les Américains. Elles ont dit que les déclarations de la Jordanie et d'autres pays, du genre « Oh, nous ne serons pas impliqués dans des attaques » ou « Nous n'autoriserons pas l'utilisation de notre territoire pour attaquer l'Iran » ne changent rien. L'Iran a dit, ses forces armées ont dit « Nous avons l'œil sur tout. Nous pouvons voir où sont les avions. Et s'ils décollent d'aérodromes situés dans ces pays seront attaqués. » Nous sommes donc à un autre moment. Très bientôt, les États-Unis devront, s'ils sont assez stupides pour relancer une guerre avec l'Iran, retirer toutes leurs forces aériennes de l'ensemble de l'Asie occidentale pour la repositionner en Europe de l'Est et en Afrique de l'Est. Or, ce ne sont pas des positions depuis lesquelles on peut projeter sa puissance par l'aviation. Donc, vous savez, nous allons voir des choses spectaculaires se produire au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et la seule chose qui accélérera ces changements spectaculaires, c'est en réalité une confrontation déclenchée par Israël. Les Israéliens sont impatients de faire la guerre, mais cela ne fera qu'accélérer la fin de leur colonie et la fin de la présence américaine dans la région. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur freepalestine.video, juste sous son nom. Vous pouvez le trouver sur freepalestine.video, suivre Laith et le soutenir. Merci beaucoup, Laith. C'est toujours un grand plaisir. Merci. À très bientôt. Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.